Bonsoir, bienvenue à bord de cette nouvelle conférence Swiss Marketing Vaud, l'avant-dernière avant la pause estivale. On va revenir sur les dates pour les conférences à garder en mémoire pour vos agendas. Et avant ça, comme un sempiternel passage obligé, je vais un petit peu vous parler quand même du club et de son organisation. Ce soir, effectivement, le réseau, c'est surtout un comité sur lequel on peut compter pour que tout ça fonctionne. Vous avez Thierry Bloch qui est en charge des conférences, qui est sur le Tour de Romandie ce soir. Il n'a pas pu nous aider sur cette conférence en étant là ce soir. Yves Épinay ainsi que Stéphane Meyer en charge de la formation sur tout ce qu'on va vous proposer. On va l'évoquer d'ailleurs dans cette introduction. Victoria Marchand pour la communication et les médias. Et puis aidé, surtout soutenu par Liliane Mébar pour faire un petit peu de social media et beaucoup de relations membres. Je la remercierai jamais assez pour le travail qui est fait. Et puis tout ça ne pourrait pas fonctionner sans quelqu'un en charge du sponsoring, des partenariats pour faire que ce club puisse rayonner au-delà de nos frontières. C'est Bruno Jouvel qui assure ce dicaster et vos serviteurs en charge de la présidence. Les réseaux sociaux, c'est l'occasion de nous suivre. Ce soir, à l'image de cette conférence qui sera capturée en vidéo, elle sera disponible sur la plupart des réseaux que je vous propose ici à l'écran. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Et comme bon YouTuber, n'hésitez pas à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Et comme ça, restez au courant de ce que nous communiquons également sur cette chaîne. Et puis, je vais fermer ce petit écran. Les activités, voilà, on y vient. J'ai une petite surprise qui va devenir énorme, c'est concernant les ateliers et la formation en général, puisqu'effectivement, ce ne sont pas moins de 2 nouveaux partenariats qui ont été signés. Le premier qui est de taille, c'est toute la formation qui va être proposée dès la rentrée en septembre prochain, ou en tout cas autour de la rentrée, avec un partenaire de taille. On n'est pas peu fiers au comité de pouvoir vous annoncer que Swiss Marketing va collaborer avec le SAVI. On parle de véritable formation qui rentre dans le cadre de notre mandat, puisqu'effectivement, de part et d'autre, on doit respecter nos missions respectives. Et puis pour les ateliers, c'est l'école l'ESM qui va œuvrer pour nous aider à organiser des ateliers qui vont commencer dans quelques semaines pour pouvoir renouer avec ces rendez-vous intéressants, captivants et surtout instructifs pour pouvoir vous permettre d'apprendre quelque chose sur des sessions d'environ 1h30 en fin de journée, voire même sur plusieurs soirs pour certaines formules qu'on a appelées les sagas. Côté conférence, notez bien la date du 28 mai, voilà, celle du 28 mai, ce n'est pas tout à fait une conférence. L'occasion vous est donnée d'aller visiter l'arène de la Fête des Vignerons. On m'a dit tout à l'heure qu'il restait des places, ne tardez pas. C'est l'occasion d'aller découvrir l'arrière du décor. Tout sera agrémenté bien évidemment d'une dégustation de produits locaux. Je n'ai pas besoin de vous expliquer lesquels dont il s'agit. Et vous trouvez toutes les infos de quoi accéder à la billetterie sur notre site internet pour pouvoir très vite vous inscrire à ce rendez-vous que je qualifierais d'incontournable. Moi, pour ma part, je ne serai pas présent, donc je compte sur vous pour me raconter comment c'est. Le 11 juin sera la dernière conférence que nous aurons l'occasion de vivre ensemble, celle qui clôturera cette première saison. Il y a eu quelques petits soucis sur le site internet. Certains d'entre vous nous ont dit « Tiens, c'est déjà plein, je voulais y aller ». N'hésitez pas, allez-y à nouveau, c'est réglé. Il reste de la place. Je vous invite vraiment à profiter de vous inscrire sans plus tarder à ce rendez-vous qui sera haut en couleur en matière de contenu, puisqu'on va parler de data, de la data marketing au marketing, avec une belle brochette d'intervenants. Ça sera donc le 11 juin prochain. Le club n'existerait pas sans nos partenaires et fournisseurs. Vous voyez, je fais joujou ici avec une... Voilà, désolé si vous sentez mal, j'arrête. Voilà. C'est Atraxis qui nous met à disposition cette borne interactive qui nous permet de présenter
bien différemment, de façon plus attractive, nos contenus, la présentation de nos conférences. La société Scandola, qu'on remercie aussi pour son support et son aide sur la création du site internet et de son bon fonctionnement, mais aussi des partenaires qu'on aime voir et revoir, comme ce soir, Biz Photo qui va vous immortaliser. C'est Christine qui doit être juste là, voilà. Biz Photo qui va immortaliser cette soirée, que ce soit pendant la conférence ou après à la partie apéritive. Claywell qui nous met à disposition l'hébergement de nos vidéos pour pouvoir les indexer, pour pouvoir revivre ces conférences. La maison Drapier qui, je vous donne un indice, nous offre un très très joli cadeau à chaque fois. Il y a 4 bouteilles qui attendent d'être données tout à l'heure. On va faire connaissance après avec son contenu, j'espère. Lista Office, hello Lista Office, qui nous accueille pour les ateliers. Et puis le Musée Olympique, ce bel écrin qui nous accueille à chaque fois pour nos conférences. Vous avez le droit aussi de devenir partenaire, puisqu'effectivement, devenir partenaire, c'est l'occasion de toucher un réseau très très grand, puisqu'effectivement, ce sont plus de 3000 personnes qui gravitent autour de l'écosystème des membres, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le email marketing. Voilà, on est présent sur la plupart de ces réseaux. C'est l'occasion pour vous, pourquoi pas, de bénéficier de cette visibilité. La conférence de ce soir devait réunir également Mathieu Jaton du Montreux Jazz. Il s'excuse auparavant de son absence, puisque, en fait, voilà, ça y est, le docteur a décidé autrement. Il est en arrêt maladie pour une dizaine de jours. Donc, toutes nos pensées pour son prompt rétablissement lui vont directement. Je sais qu'il y a parmi nous une digne représentante d'un autre festival. Je ne sais pas si j'arriverai à la motiver à venir sur scène. Non, elle me fait que non. D'accord, j'aurais essayé. Puisqu'effectivement, comme c'est très souvent le cas dans nos conférences, la veille qui s'opère dans ces milieux professionnels amène très souvent d'autres intervenants à venir, comme vous, s'asseoir dans la salle pour pouvoir voir ce qu'il se dit. Ce soir, ceux et celles qui vont parler sont Mélanie Burnier du festival Nox Horae, Greg Fischer du Levenoge Festival et puis Julien Kern du Short Circuit. Alors rassurez-vous, pour l'annonce qui a été faite, on vous a parlé de pouvoir gagner des billets. Il y aura malgré tout, heureusement, quand même des billets pour le Montreux Jazz à gagner à la fin de cette conférence, comme d'ailleurs nos 3 autres intervenants vont vous le proposer avec un petit tirage au sort qu'on va vite improviser en fin de conférence. Je vous demande d'applaudir nos 3 invités pour parler du marketing d'un festival à la mesure de ses moyens. C'est parti. Voilà, j'ai déjà soif. Bonsoir. Alors, première question, on va parler marketing. Et si, en une phrase, il fallait justement bosser sur votre marketing, comment vous nous vendriez vos festivals respectifs? Qui c'est qui ouvre le bal? Honneur aux dames. Ok. Mélanie, alors, n'hésite pas à prendre le micro. Voilà. Vends-nous ton festival. Avec du rêve. Nox Horae, c'est un festival à taille humaine dans un cadre idyllique et enchanteur. Waouh, ok, très bien. Greg? Alors, le Levenoge Festival, un festival populaire, presque plus à taille humaine, mais on essaie de la conserver encore un petit peu, familial et convivial. Et populaire. Je crois que j'ai dit populaire. Oui, je crois, oui. Populaire. Oui. Voilà. Très bien. Et Julien? Alors le Short Circuit, c'est un festival alternatif qui se veut underground et différent des autres festivals de musique électronique qui est proposé dans la Romandie. Ok, alors je vous ai demandé un exercice de style pas facile, on va peut-être plus aller dans le détail, on va peut-être revenir sur les historiques de chacun. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, et d'ailleurs si jamais côté audience vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, il y a un micro qui se balade, les questions sont à faire à n'importe quel moment et pas forcément à la fin de cet échange qu'on va privilégier comme très très ouvert. Première question, pourquoi monter un festival quand on voit la pléthore d'offres qu'il y a en Suisse romande? Quelle est l'idée qui vous motive? Je m'adresserai plutôt à toi, puisque effectivement l'âge de Nox Horae, c'est quoi, 3 ans? 10 ans. Waouh. Je ne le voyais pas si vieux. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à devenir un organisateur de festival? Quelle était ta première motivation? Alors moi, je ne suis pas à l'origine du festival.
on a dans la salle Joël, qui est à l'origine du festival, qui pourra vous en parler mieux que moi, mais je connais l'histoire, donc je peux la raconter. Il y a 10 ans, donc on fête nos 10 ans cette année, Joël était programmateur du Rocking Chair, qui est une salle de concert à Vevey. Et puis, il y avait un groupe qui voulait absolument avoir. Malheureusement, ce groupe ne tournait pas pendant la saison d'ouverture de la salle et venait en été. Donc, ils se sont dit, bon, ben, on les programme en été, puis on monte une scène en plein air. Et de là est partie la belle histoire de la Nox, d'un tout petit festival d'une date. On arrive cette année en spécial pour nos 10 ans à 3 soirs de festival, avec une jauge à 1500 personnes et puis une notoriété grandissante de jour en jour. Tu nous rappelles le lieu? Tout ça se passe? Ça se passe à la Tour de Paix, donc à côté de Vevey, dans le Jardin Roussy, au bord du lac. Donc, comme je parlais du cadre, on a effectivement un cadre magique pour accueillir nos festivaliers et surtout accueillir nos artistes. Excellent. À côté de moi, j'ai un vieux de la vieille. Toi, tu es DJ, tu te retrouves à collaborer avec des festivals. Tu es à l'origine de certains festivals. Qu'est-ce qui t'a poussé à toi aussi donner vie à ce genre d'event? Tu n'avais pas assez de boulot? Nous, on est issus à la base d'une scène un peu plus alternative. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on était issus de la scène vraiment alternative lausannoise. On a beaucoup travaillé sur la scène squat genevoise. Et en fait, il y avait passablement de lieux et de demandes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pratiquement pas de diffusion, enfin de canaux comme on avait actuellement. Et au fait, nous, pour diffuser cette musique qu'on prône, il fallait qu'on puisse le faire dans des bonnes conditions. Et par force des choses, toutes ces scènes se sont diminuées. Et au fait, à un moment donné, on s'est retrouvé avec des événements beaucoup plus mainstream, sans être péjoratif, mais où en fait, on n'avait pas forcément notre place, on n'était simplement pas invité. Et puis, comme tout bonne de potes, avec tous les suivis qui s'en est fait, on a commencé à monter nos propres festivals. Et on n'avait pas forcément envie de jouer à la chasse à la souris avec les souris refuges et les autorités à l'époque. Je vous parle de ça d'il y a une vingtaine d'années, donc il y a prescription. Donc ce qui fait qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans la légalité et au fait qu'on puisse faire quelque chose. Et au fait, le festival Short Circuit, à la base, était vraiment un festival itinérant. Donc, on a tourné entre Neuchâtel, on a tourné à Genève et principalement dans la Broye vaudoise. Et on a atterri à un moment donné à Moudon, aux anciennes prisons, si ça parle rougeon. Et malheureusement, l'endroit est devenu rapidement trop petit, où il y a eu des sold-out successifs. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de passer il y a 4 ans maintenant la vitesse supérieure. On charge toute l'ancienne place d'Armes qui nous accueille avec un super soutien de la commune. Alors, Short Circuit, c'est de l'électro, de la musique électronique. C'est combien d'années maintenant d'existence? Et puis, c'est quelle taille? Alors, Short Circuit, ça reste un micro-festival. On est sur 1 millier de personnes. Qu'est-ce que ça a comme année? Ça a une quinzaine d'années, mais ça a 4 ans sur la forme actuelle. Et c'est vraiment de la musique électronique, mais qui se veut accessible, dans le sens où, au fait, nous, on est ouvert déjà l'après-midi, c'est gratuit. On est tous parents, quadra maintenant, et ce qui fait qu'on a eu une volonté au niveau du comité de pouvoir, en fait, dès 14h jusqu'à 18h, adapter le volume sonore et proposer, au fait, de la musique électronique pointue, pas de choupi. Parce qu'on en parlait toujours pas. Greg. Pardon. Mais on va le ressortir. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer aux familles un cadre avec de la bonne musique et puis surtout de pouvoir créer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui pensent que DJ, c'est mettre une clé USB et lever les bras en l'air, mais c'est pas tout à fait ça. Ou les deux. Ouais, au cœur avec les mains. Voilà. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Et après, donc, on part sur une musique un petit peu plus pointue jusqu'à tard dans la nuit. Du côté de Greg, s'il fallait faire un peu plus connaissance avec le Venoge Festival. Alors, le Venoge Festival, on est à la 25e édition cette année. Donc, il est né il y a 24 ans. C'est toujours la grande question entre les ans et les éditions. Donc, on est à la 25e édition. Puis, le festival est né très simplement, à l'époque, ce qui était peut-être encore un peu facile, d'un groupement de dames au village de Pontala qui cherchaient à financer un local pour les jeunes. Mais oui, c'est ça, c'est clairement ça. C'est pas un gag. Et puis, elles se sont dit, on va faire un festival de musique. Bon, et puis ça a plus ou moins marché. Ils ont réussi à financer leur local des jeunes. Alors, peut-être pas la première année, mais je n'y étais pas personnellement à cette époque-là. Et puis, le festival était un festival local de village pendant une vingtaine d'années. Et puis est venue la 20e édition où l'idée a été de marquer le coup.
Et puis on a fait venir 2-3 artistes un peu plus importants que ce qui se faisait d'habitude. On a élargi un tout petit peu le site pour accueillir un petit peu plus de monde. Et puis suite à cette édition-là, il s'est posé une question simple en fait, c'était est-ce que et on a gagné un petit peu en notoriété en fait à ce moment-là. Et puis ça a commencé à parler du Venoge, de Pontala, voilà. Et puis on s'est posé 2 questions. Est-ce qu'on revient en arrière? C'était le 20e, et puis est-ce qu'on revient à ce que c'était avant la fête de village, voilà, ou est-ce qu'on profite? Deuxième question, est-ce qu'on profite de capitaliser un petit peu de cette notoriété? Quand je parle de capitaliser, c'est pas d'argent, mais c'est de profiter de cette notoriété pour aller un peu de l'avant. Et puis tout le monde au comité a décidé d'aller de l'avant. Et puis depuis 3 ans maintenant, le festival est sous cette forme actuelle avec une capacité de 6500-7000 personnes par soir. Et puis c'était une volonté qui était claire depuis à partir du moment où on a décidé d'aller de l'avant. On s'est fait je vais pas dire un business plan, mais en tout cas un plan sur 5 ans, à quoi on voulait arriver. Et puis on était un peu plus vite que ce qu'on pensait. On arrivait en 2 ans et demi, on arrivait à ce qu'on pensait faire au bout des 5 ans. Et puis on y est maintenant pour cette 25e édition en fait. Wow, beau parcours. Et là, côté taille de l'audience, c'est combien de personnes? 6500 à 7000 personnes par soir, ouais, sur 5 soirs. Sur 5 soirs. Ouais. Wow. Ouais, et puis ce qu'on essaye de faire, alors par rapport à la jauge, cette fameuse jauge du nombre de spectateurs, c'est qu'on a un calcul très simple. Personnellement, ce sera la petite anecdote du jour, je suis neuchâtelois, et puis en tant que bon neuchâtelois, il y a la fête des vendanges à Neuchâtel. Puis il y a certaines rues à Neuchâtel pour la fête des vendanges qui sont intraversables, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller au bar, on ne peut rien faire. Ça m'a toujours insupporté. Et j'ai toujours eu cette théorie par rapport au festival, c'est de dire ok, il faut que ça reste convivial, c'est un de nos mots que j'ai utilisé tout à l'heure, donc il faut que les gens puissent naviguer facilement. Donc en fait notre jauge elle est basée uniquement sur la place qu'on a devant la grande scène. C'est-à-dire que quand tout le public est devant la grande scène, tout le reste du festival est vide. Ce qui fait qu'en fait après, une fois que les concerts sont terminés, les gens peuvent naviguer facilement. Et puis ça reste convivial et populaire. Et c'est pas une espèce de grosse machine indigeste. On ne citera aucun nom. Justement, pas du tout. on va utiliser quand même les termes qui nous réunissent ce soir. On est à une conférence suisse marketing. On va parler du marketing. D'après vous, pour vous trois, quel est le plan marketing idéal pour promouvoir vos festivals? Alors je sais que la question est un peu spéciale, mais vous êtes quand même aux mains de festivals qui existent depuis de nombreuses années. Là, vous me parlez de business plan, donc de vision sur le futur. Vous êtes immanquablement venu sur la question du marketing pour, par exemple, se dire, avant qu'on ait la programmation, avant qu'on ait les dates, il faut préparer tout ça, il faut le promouvoir. Alors, quelle est votre version de ce plan marketing idéal? La version du plan marketing idéal. Alors, chez nous, il n'y en avait pas. Et puis, en fait, la particularité, pour un festival de notre taille, c'est qu'on est 100% de bénévoles au comité d'organisation. Puis c'est vrai que c'était fait un peu de bric et de broc le marketing. Il y a toujours tonton René qui s'intéresse à Facebook et puis qui va mettre 3 posts. Et puis Josiane qui touche un petit peu à Photoshop et qui va nous faire une affiche. Et puis voilà. Donc c'était fait de bric et de broc. Et puis en fait depuis maintenant 3 ans, du fait qu'on a grandi, on a quand même dégagé au niveau du budget des mandats. Et puis on a de notre côté des sociétés de communication qui s'occupent de cette partie marketing, car c'est un métier en soi, et puis on a très vite remarqué que le bric et broc, ça marche pas, quoi. Donc voilà, donc on s'est entouré de gens professionnels. Et puis effectivement depuis 3 ans maintenant, on a une entreprise externe qui s'occupe à 99,9% de la communication, avec le président qui est toujours derrière à rajouter un petit truc. Tout contrôler. Ouais, pas tout contrôler, non mais. Est-ce que c'est le même cas de figure pour toi, Mélanie? Alors nous, non. Pas exactement. Donc on a. Alors le marketing, c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse. Après, marketing ou communication, c'est encore un autre débat. Parce qu'on parle souvent de communication, mais on ne prend pas forcément le marketing dans son ensemble. Moi, j'ai rejoint le festival il y a 3 ou 4 ans. Et puis, il y a 2 ans, je pense que j'ai amené mon comité à faire une réflexion sur le festival, qui on est, plus. On a fait un business model Canva, mais qui peut être très utilisé en marketing. Donc, ça nous a permis de repositionner qui c'est qu'on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on offre à nos clients, qui sont nos clients.
Du reste, pour l'anecdote, le premier festival, la première année où j'étais au festival, la première chose que j'ai fait, c'était une étude de marché à l'entrée pour connaître notre public, donc savoir d'où venait notre public, pourquoi il venait voir le festival, qu'est-ce qui l'intéressait, ce qui nous a permis aussi derrière de mieux vendre le festival aux sponsors, parce que quand on connaît notre public, c'est plus facile d'aller trouver des sponsors derrière en leur disant voilà les gens que vous allez toucher. Et puis ça reste une activité. Nous, on est un festival qui est principalement bénévole. On a quelques mandats des gens qui travaillent à l'année, qui font une bonne partie de bénévoles et une partie de rémunérés. Mais ça correspond, les ressources humaines correspondent à 8% de notre budget, donc c'est pas grand-chose. Et du coup, au niveau du marketing, au niveau communication, on a une personne responsable de la communication qui est soutenue par le comité. Et puis, on discute de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec toujours une idée d'esthétisme. On a vraiment envie de mettre ça en avant. Et du coup, on a souvent des grands débats entre l'esthétisme et l'impact visuel. D'autres considérations? Alors, est-ce à dire que c'est par manque de moyens que le choix il est évident, qu'on ne peut pas, par exemple, comme pour Venoge, le confier à une agence, travailler avec un externe? Alors clairement, on n'a pas. Alors on a notre graphiste a un mandat de graphisme, mais on va dire que la moitié de son mandat c'est du bénévolat, parce qu'il est clairement pas payé au niveau de ce que vaut la prestation graphique. Donc c'est effectivement un manque de moyens. Puis après c'est toujours le nerf de la guerre. Aujourd'hui, quand on organise un festival, le poste principal, c'est les cachets. Les cachets, ils prennent plutôt l'ascenseur qu'ils descendent. Donc, chaque année, ça augmente. Donc, on n'a pas les moyens de se dire on va plus se dégager sur le marketing. Donc, on travaille sur d'autres choses. On travaille sur l'expérience client, l'accueil, pour fidéliser notre public. Et puis, c'est déjà une bonne partie de gagner. Alors ce soir, on ne peut pas comparer avec d'autres locomotives de la branche, mais n'hésitez pas, si vous voulez à nouveau intervenir, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Il y a Liliane là qui se fera un plaisir de vous amener le micro pour que vous puissiez de temps en temps prendre la parole. Plan marketing idéal pour Short Circuit, ça serait quoi ? Moi, quand j'entends tout ça, ça me fait rêver, parce qu'effectivement, il faut imaginer que positionné où nous sommes, avec un prix d'entrée qui est autour des 25 francs, en enlevant la taxe communale, en enlevant ce qu'on doit payer à la Suiza, en enlevant en fait l'ensemble de l'infrastructure qui est imposée, ça va de la sécurité, passant par les contrôles électriques au IBT, passant par les agents de sécurité avec des normes, enfin il y a tout un tas de choses qui doivent être faites. À la fin, il reste plus grand chose. Et ce qui fait qu'on est aussi évidemment un festival qui est bénévole. Les membres du comité sont défrayés. J'insiste bien sur le thème défrayé, c'est-à-dire que même mon repas de midi, généralement je le paye de ma poche. Mais à partir de ce moment-là, le marketing idéal, nous, finalement, on a un public qui nous suit depuis maintenant vraiment de longues années. Il a évolué, il a aussi vieilli avec le temps. Nous, on a beaucoup de peine à se renouveler, dans le sens où on a beaucoup de peine à intégrer des jeunes vraiment qui viennent. Donc nous, en fait, on vieillit avec le festival. Donc dans le sens où il y a 4-5 ans, on n'aurait peut-être pas fait gratuit l'après-midi pour les enfants, et maintenant on le fait parce qu'on a les enfants maintenant et que c'est là qu'on le fait. Donc on a cette approche-là. Mais je dirais que le marketing précis, puisqu'on est sur un thème, c'est vraiment un marketing mix global. C'est-à-dire que à l'époque, on faisait que du mass média, et en fait, il y avait que des flyers. On allait coller des affiches, distribuer des flyers. Après, il y a eu l'aube de Facebook où ça a été la ruée dessus, où les gens ont délaissé le média proprement dit papier physique, où ils sont tout venus sur le digital. Puis maintenant, il y a un gros retour où les gens ils ont envie de palper du flyer, ils ont envie de sentir l'odeur d'imprimerie. Et puis, ça fait des super rencontres, parce que du coup, dans notre cas, par exemple, on essaie vraiment de travailler local. Alors, c'est pas du greenwashing que je suis en train de faire maintenant, mais par exemple, à Moudon, on a des super imprimeries, qui sont les imprimeries moudonnoises. Qu'est-ce qu'on va faire imprimer nos flyers en Italie ou sur, je sais pas quel portail internet, où là, on peut effectivement travailler. Et puis, on partira peut-être tout à l'heure sur la question des médias, et du coup cette imprimerie moudonnoise a un journal qui s'appelle le Journal de Moudon, tiens, ça tombe bien parce qu'il l'imprime, donc forcément on est plus enclin à faire une collaboration sur un article avec l'imprimeur du coin. Voilà, c'est un exemple que je donne. Donc le marketing pour moi idéal, c'est un peu d'écouter effectivement le public. J'aime bien l'idée du ressenti client. Pour nous c'est super important. C'est pour ça que j'aime bien être à l'entrée un sacré moment pour pouvoir sentir comme ça un petit peu le public, comment est-ce qu'il perçoit, faire du petit fine-tuning de dernière minute si c'est encore possible.
au niveau de l'accueil et ce genre de choses. Et puis, effectivement, de faire en sorte de contenter un maximum de personnes. Voilà. Je profite alors, puisque tu es quand même un pilier de la musique électro en Suisse romande depuis de nombreuses années. Tu œuvres aussi comme DJ. Est-ce que ce public, il a évolué, il a changé et on est obligé de s'adapter là, comme l'idée justement de ces après-midi gratuites, comme cette nouvelle génération de familles, de quarantenaires ou plus qui viennent? Alors, je crois que c'est ce que j'expliquais dans le discours préalable, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour pouvoir avoir accès à notre musique, il fallait se déplacer dans des lieux qui n'étaient pas forcément annoncés et, au dernier moment. Je ne veux pas parler de rave proprement dit, mais disons qu'il fallait savoir à quel moment il y avait une soirée, etc. Il n'y avait pas Facebook. On avait Maniac à Lausanne, sur lequel on allait faire quelque chose. On a encore des journalistes connus avec un ancien magazine qui s'appelait Party News, sur lequel on postait des petites annonces. Et tout ça, ça fait bizarre de le redire, mais ça, c'est vraiment une culture. Et je crois que, en fait, proprement dit, il faut vraiment pouvoir, en fait, s'adapter à cette scène, tandis que maintenant, des festivals, maintenant il y a des tours qui sont organisés, il y a des bus pour aller dans des festivals électroniques, c'est devenu des grosses machines, comme avant Greg expliquait, où c'est 30-35 000 personnes, sur lesquelles on achète des billets VIP pour pouvoir rentrer plus vite, pour pouvoir être plus près de la scène. Et puis le top du top, c'est d'être vu derrière le DJ à une boiler room, en train de se filmer un petit moment, même si on n'a aucune idée de qui c'est qui est en train de jouer, qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est pas ce qu'on fait. Et puis justement, typiquement, la plupart des gros festivals de musique électronique maintenant, je ne me fais pas de copains, c'est un petit peu cette ambiance. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'éviter de faire, donc je ne critique pas, c'est simplement un public différent. Et nous, on est là parce qu'on a du plaisir à le faire, et puis surtout, les artistes qu'on sélectionne ont du plaisir à jouer. Quand je dis jouer, c'est qu'ils ne font pas play et les deux bras en l'air. Je suis désolé, j'ai un micro. Mais du coup, ils peuvent faire vraiment de la musique, et puis les gens viennent, et si vous voulez, ils ont une ambiance d'époque, tout en étant en 2019. Voilà. Très bien. Justement, une question pour vous les trois, puisque vous êtes dans 3 créneaux différents. On dénombre pas moins de 300 festivals par année en Suisse ou en Suisse romande. Je ne sais plus, mais quel que soit le chiffre, il est impressionnant. Comment on peut faire la différence justement dans cette offre très très dense, cette offre culturelle énorme? Mélanie? Alors nous, on a une des différenciations principales, c'est la programmation. On a vraiment une programmation qui sort des autoroutes de la musique, c'est-à-dire que la majorité des groupes qui sont programmés au Festival Nox-Oreille sont des exclusivités suisses. J'espère que je ne raconte pas trop de bêtises, sinon on demandera à Joël. Nos programmateurs ont à cœur de faire découvrir des bijoux de musique. Hein. Donc c'est vrai que des gens viennent des fois parce qu'ils connaissent un groupe et ils se retrouvent à avoir une soirée magique parce qu'il y a 4 ou 5 groupes qu'ils ont découverts avec... vraiment je vais mettre l'amour des programmateurs, mais c'est vraiment ça. La programmation est un des facteurs clés de succès de la Lux. Mais j'ai envie quand même d'un petit peu te challenger. Mais comment on fait justement pour faire découvrir de nouvelles perles exclusives avec très peu de moyens de communication et de marketing pour se dire, les gars, venez ce soir parce que là, il y a the artiste du moment et c'est maintenant, c'est ce soir que ça se passe à notre festival. On parle du public ou de faire venir les artistes? Parce que le public. Alors, l'artiste du moment, je vais peut-être de nouveau, moi je reviens sur le fait que je ne suis pas programmatrice et je ne suis pas très forte sur toute la connaissance musicale, mais ce n'est pas forcément des artistes du moment. On a des programmateurs qui aiment aussi, on parle des gens qui vieillissent, hein, mais on fait partie de ceux-là. C'est des fois des groupes qui reviennent, c'est des groupes qui ont été cultes peut-être il y a 10 ou 15 ans, qui sont en tournée. Donc, comment est-ce qu'on fait venir les gens? On les fait venir parce que potentiellement ils n'ont pas vu ce groupe depuis longtemps ou ils ont attendu de le voir et ils se disent ouais, c'est génial, on me le propose. Et comment on les attire aussi, c'est parce qu'on est je reviens sur le cadre, hein, on est dans une petite jauge sur un petit festival et on est au bord du lac et c'est juste magique. Donc les personnes qui viennent et qui sont venues une fois ont tendance à revenir. On a un public qui est, on attire, et je le souligne, 20% de Suisses allemands sur un petit festival, sur un festival qui est relativement petit par la jauge, mais on a 20% de Suisses allemands qui se déplacent et qui généralement, quand ils se déplacent, viennent dormir ici et passent le week-end sur la Riviera. Côté de Venoge? Alors, comment on se démarque? Pour le Venoge, c'est assez simple. Je pense que c'est
principalement par ces mots qu'on a utilisés au début, par ce côté populaire, l'ambiance qui est au Village Festival, et puis comment faire venir ces gens. On a commencé il y a 4 ans maintenant avec des soirées à identité forte. On a commencé il y a 4 ans avec notre soirée années 80. Alors on n'a rien inventé avec la soirée années 80, ça se faisait en boîte de nuit, etc., mais ça se faisait pas en festival. Et puis on est parti du postulat simple, c'était de se dire ok, on fait une soirée années 80, il faut que ce soit qualitatif. Donc on veut pas des artistes qui viennent faire du playback ou ce genre de choses, on veut des vrais artistes des années 80. Alors on vieillit tous, hein, on parle, ça revient, c'est l'éternel ritournelle de la vieillesse, mais eux aussi vieillissent, donc du coup il y en a aussi un petit peu moins toujours. Mais donc on est parti là-dessus. Puis en fait cette soirée elle a très vite marché en fait. Puis c'est ce qui nous a donné quand même un peu le tempo par rapport à ce pseudo business plan, à se dire ok, il faut que les soirées aient une identité forte. Et puis c'est ce que d'autres ne font pas, ou ce qu'on fait nous, c'est que vraiment depuis cette année, chaque soirée ou chaque journée, comme la journée du dimanche, là aussi hein, de nouveau on a rien inventé, la journée des familles elle existait dans d'autres festivals, certains l'ont arrêté, d'autres la continuent, mais c'est toutes ces soirées qui ont une identité et puis auxquelles les gens s'identifient, d'où identité, et puis ils reviennent un peu la veille qu'on a fait. On a fait quelque chose l'année passée, pour la première fois on a fait le Black Friday. Ouais, ça peut être drôle, mais en fait, on s'est dit, en fait, c'était une sorte de test, entre guillemets. Donc, on a voulu faire le Black Friday en vendant les billets à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en donnant aux gens la thématique de la soirée. Donc, la thématique des années 80 était connue depuis longtemps chez nous, avec un public qui la suit. La soirée rock, bien rock, même chose. Et puis, il y avait les 2 nouvelles soirées qu'on devait un petit peu analyser et puis de donner une thématique ou une identité. Et puis en fait avec ce Black Friday, alors déjà ça fait plaisir aux gens parce qu'ils ont acheté des billets pas chers, et puis deuxièmement ça a démontré par A plus B que les soirées à thématique forte, elles partaient comme des petits pains en fait. La soirée années 80 et les soirées rock sont parties tout de suite parce que les gens la connaissent, ils y viennent, ils y reviennent, et puis les 2 autres soirées qui n'étaient pas du tout marquées pour l'instant, elles sont parties un peu plus difficilement. Alors, elles sont parties parce que le prix était super attractif, mais c'est pas l'identité de la soirée qui a fait que les billets se sont vendus en fait. Donc je pense que pour nous principalement c'est une question d'identité. Et puis voilà. À vous entendre tous les deux, je vais aussi poser la question à Julien, mais la différence, elle est sur le fait que vous êtes très local, que vous avez des habitués, que vous avez une audience régulière, et les gens aiment se retrouver dans ces lieux spécifiques, vous suivent, vous connaissent. Ou c'est la force des choses qui fait que ça marche quand même, puis que du coup peut-être pour les soirées rock, les soirées 80, ça attire un public qui ne connaissait pas encore votre festival. Chez nous ça a clairement attiré du public qui ne connaissait pas le festival. Ok. Non, vous disiez le Venoge Festival il y a 5 ans, tout le monde disait hein, quoi, où. Alors encore maintenant ils se posent la question où se trouve Pontala, mais et même certains agents posent la question toujours où se trouve Pontala. Seulement toujours s'il y a un aéroport à côté dans le village pour certains artistes. Malheureusement pas. Mais non, toujours pas. Je crois que le syndic n'est pas prêt encore à faire un aéroport à Pontala. Mais non. Mais non. Alors clairement, on disait oui. Donc c'est principalement un public d'habitués. Enfin en tout cas, maintenant un public qui devient habitué. Et puis si on veut faire des pourcentages, on est quand même à 60-70% de gens qui viennent du Gros de Vaud. Pontala, pour ceux qui ne savent pas forcément où c'est à 15 minutes du centre de Lausanne, c'est sur la route qui va à Cossonay, c'est à 15 minutes de Morges, 15 minutes d'Yverdon. Et puis c'est vrai que maintenant, depuis 1 année et demie, 2 ans, on travaille justement sur tout le pourtour, au-delà du Gros de Vaud, et principalement sur Lausanne, parce qu'on a la chance d'avoir un énorme bassin de population. Et puis on avait que 30% de gens qui venaient de ce bassin de population. Donc là maintenant, il faut qu'on aille chercher ces gens et qu'on fasse connaître le festival à ces gens-là. Ok. Short Circuit. J'ai un peu résumé avant. Nous, l'objectif, c'est que les gens, je crois qu'ils viennent pour le festival. C'est-à-dire que nous, on a toujours, même quand on investissait des lieux où on n'avait encore pas vraiment l'étiquette festival, mais c'était déjà le nom Short Circuit, quand on intégrait au fait un lieu, un club, en fait, on n'utilisait pas du tout l'infrastructure du club. On utilisait les murs, les autorisations qui allaient avec, et en fait, tout ce qui était son et lumière, en fait, on l'utilisait pas, parce qu'en fait, on travaille depuis ça fait des décennies avec un partenaire son et light, ce qui fait qu'on amène un gros système sonore sur place, et ce qui fait que ça se fait maintenant un peu dans les soirées dub avec des sound systems comme ça où c'est très proche. Et en fait, nous, les gens, ils viennent pour une qualité. On n'a jamais lésiné justement sur la qualité, quitte à pas gagner d'argent, mais au moins il y avait toujours un son de bonne qualité, du gros light, du gros son.
Et c'est aussi peut-être une fidélisation aussi de nos artistes, parce qu'effectivement, on parlait de fidélisation de public, mais aussi une fidélisation d'artistes qui ont, avec la notoriété qu'il y a, effectivement, ils vont peut-être choisir. Nous, chez nous, c'est très fréquent qu'un DJ ait un double voire un triple booking sur le même soir. Alors du coup, il se dit mais où est-ce que je vais jouer? Et du coup, les gens aiment bien venir chez nous parce qu'ils auront des bonnes conditions, la régie sera à la bonne hauteur, c'est l'accueil. Mais ça, je crois que tous les festivals romans le font convenablement. Voilà. Je t'ai entendu parler de flyers. Une question que je vais tout de suite te poser. Quelle est justement maintenant la proportion entre offline et online de la promotion de ton festival? En termes de budget ou en termes d'usage aussi? Oui, c'est pas non plus que du budget. C'est par exemple aussi de se dire, est-ce que maintenant c'est clair, les réseaux sociaux, le online, peut-être de la newsletter, peut-être un site internet, va plus contribuer à amener du chaland que d'aller, comme tu le faisais à l'époque, distribuer des flyers ou mettre une petite affichette chez Maniac? Ça c'est une question pas piège, mais je dirais que j'ai le cœur qui bat. Écoute, je pense vraiment sincèrement que quand même maintenant, le digital a quand même pris le dessus. C'est-à-dire qu'en tout cas, nous on voit par rapport aux choses, si à l'époque effectivement on n'avait pas d'autres moyens, le digital, même si c'était au balbutiement de ça, c'était pas forcément encore la panacée. Maintenant, je pense qu'avoir un site internet qui reprend même les informations de base avec l'ancienneté, c'est une question de crédibilité, je crois. Voilà. C'est là où j'ai 1000 idées qui me viennent en tête en même temps. Je suis désolé, je fais un peu l'hyperactif, mais c'est vraiment une question de crédibilité pour que les gens voient qu'il y a un historique, qu'il y a tant de flyers, tant de gens, et les gens ils ont envie de voir à quoi ça ressemble. Et puis après, il y a des festivals qui n'ont pas là besoin. Quand on a des autorités comme des grosses machines, ils n'ont plus besoin. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des festivals qui n'ont plus besoin de refaire la publicité de cette notoriété. Nous, on a toujours encore besoin de démontrer, en gros, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'il en est. Mais je pense que nous, c'est vraiment une question, c'est que nous, on est noyés, au fait, sous d'autres festivals qui ont des budgets qui sont colossaux. Pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec une agence qui nous conseille dans le cadre du marketing digital, notamment sur des campagnes de pub Facebook. Peut-être qu'on viendra plus en détail sur cette stratégie, parce que ça me passionne. Et au fait, quand j'entends les budgets, pour des festivals qui ont à peu près notre taille, ou des events qui ont à peu près notre taille, ils ont un budget qui est à peu près de 20 à 25 fois de ce qu'on a. Et ce qui fait que nous, on est noyés là-dessus, et malheureusement, ces acteurs, on cite Facebook, mais il y a d'autres supports, mais on citait Facebook tout à l'heure, et malheureusement maintenant, c'est qu'on est obligé de craquer un certain budget pour pouvoir sortir. Et puis après, quand on veut recraquer pour faire une autorité de page, en fait, on n'a plus tellement le choix du budget, on est obligé de mettre, c'est en centaines, en milliers de francs. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique pour courir, et ce qui fait que maintenant, vous pouvez regarder, chacun d'entre vous, il n'y a pratiquement plus de contenu hors sponsor, c'est toujours du contenu sponsorisé. Et ça, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas. Et maintenant, ça a pris vraiment le dessus. Donc, je dirais qu'il y a toujours ça. Par contre, il y a un tas de gens qui, premièrement, se déconnectent de ces réseaux sociaux. Nous, typiquement, dans notre milieu, il y a des gens qui n'ont plus envie d'être, entre guillemets, suivis. Donc, ce qui fait qu'ils veulent avoir des flyers. Et les gens ont besoin de palper un petit peu. C'est comme, on peut faire une espèce de parabole avec le MP3 et le vinyle. À l'époque, tout le monde achetait des vinyles. Ils sont vite passés sur du digital. Maintenant, les gens, ils ont besoin de ressortir. Il y a quoi? Il y a Björk qui a ressorti des cassettes. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment ça l'objectif, quoi. C'est vraiment d'avoir une espèce de répartition. Mais pour répondre stricto sensu à la réponse, je pense qu'on a pris vraiment un pas, en tout cas pour notre côté, un peu plus digital que papier. On essaiera de revenir sur les pourcentages, cette différence, mais je vais tout de suite donner la parole à notre premier intervenant. Bonjour, je me présente en 2 mots. Perakis Philippe, je travaille pour une société de production audiovisuelle, Be Visible. On parle de votre promotion, d'attirer des nouveaux clients. Bien entendu, réseaux sociaux, parce que qui dit peu de budget, c'est souvent le meilleur moyen. Donc ma question va être une autocritique à vous trois. Selon vous, la part de vidéos qui est utilisée par vos festivals, bien entendu avant l'événement, pour faire attirer, selon vous, par rapport à la part qu'on va dire flyer, photos, etc., est-ce qu'elle est suffisamment utilisée ou pas? Alors voilà. Et si elle n'est pas assez utilisée, il faut qu'on vienne chez vous, c'est ça? Ouais. Non, pas vraiment, mais c'est une autocritique que vous faites. Mais si on fait un prix de gros pour les 3, c'est non. Je crois que vous avez 3 prospects. Non, mais je vous arrête juste parce que j'ai eu parler avec des gens dans certains festivals où même eux, ils produisaient eux-mêmes des choses assez fantastiques. Donc voilà, disons que c'est un moyen des fois qui n'est pas assez utilisé et qu'on sait qu'il y a un impact très fort. Donc la question, est-ce que vous le faites suffisamment?
Oui, alors, enfin, suffisamment, ça je sais pas. J'aimerais le faire plus, mais nous, depuis l'année dernière, on fait des teasers, c'est sûr. C'est-à-dire que nous, on a commencé l'année dernière, on a bricolé quelque chose sur Première avec un teaser. On a eu là de la chance d'avoir quelqu'un qui est venu nous prêter main forte de la aide à Genève, qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça. Donc là, on s'est bien remis en question. Surtout moi, je me suis bien remis en question. Et puis cette année, alors j'ai travaillé avec une boîte qui est vraiment spécialisée dans des teasers. On en a fait en fait 4. Qu'on a utilisé pour le Save the Date avant. Après le teaser, des teasers qui sont en train de tourner en ce moment en fait sur le festival. Et après on a fait, la particularité c'est que nous on a 2 scènes. Alors en fait on a fait un teaser sur chaque scène et ça on reprend. Et puis ces mêmes contenus, on les a encore adaptés au niveau Instagram pour pouvoir en fait encore les diffuser là-dessus. Mais alors nous effectivement c'est un gros budget. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas bricoler moi-même. Moi, j'aurais pas la pertinence. Et puis par contre, pour réduire les coûts, vu que je suis un peu DJ et je fais un petit peu de musique, et ben on a l'avantage par contre alors de pouvoir produire la musique qui est sur ça. Puis on a des amis qui programment aussi le festival avec nous, qui sont aussi producteurs et qui effectivement nous ont gracieusement offert les 30 secondes ou les 35 secondes de musique pour qu'on puisse alors à ce moment-là les faire, parce que en ayant moi produit de la musique pour des tiers pour pouvoir en fait faire des diffusions, là on serait sur des budgets qui sont dans le domaine pour moi de Alice au Pays des Merveilles. Du côté des autres festivals, Alors, l'usage de la vidéo, alors on l'utilise, mais je pense effectivement clairement pas assez. Mais je pense que c'est le même problème que pour Julien, c'est que des questions de budget en fait. Si on veut faire quelque chose de qualitatif, ça coûte vite de l'argent. Et puis c'est vrai que nous, par rapport à notre budget marketing, c'est plutôt de l'argent qu'on investit sur d'autres plateformes ou d'autres moyens. Donc en fait, effectivement, la vidéo, on a des after movies, on fait pas mal de choses, mais c'est clair qu'à mon avis, on fait clairement pas assez. Ouais. Ouais. Et du côté du Nox? Alors nous, la vidéo, on a une équipe de vidéastes professionnels sur site pendant le festival. Donc c'est une grosse partie du budget marketing communication. Alors on a de la chance d'avoir des gens qui sont venus à la base quasiment bénévolement, si je me trompe pas, parce qu'ils adoraient le festival et ils sont venus, ils ont démarré comme ça, et depuis on essaie d'augmenter et puis de pouvoir les payer correctement. Ça nous permet de faire des teasers, ça nous permet d'avoir un after movie qualitatif. Voilà, mais c'est effectivement un gros budget et on parle des réseaux sociaux aussi. Maintenant, on arrive les annonces, l'annonce de la prog. Aujourd'hui, on a sorti l'annonce de la prog. C'est effectivement une animation 3D. On doit se démarquer. On peut plus se contenter de garder, de faire simple. Donc, on se contente. On doit se démarquer, mais on essaye de le faire avec nos moyens. Et de nouveau, on a un super graphiste qui a plein d'idées et ça aide beaucoup. Je vous invite sincèrement à aller voir sur le site de Nox Soirée oui, j'y arriverai jamais. Voilà, du Nox. Voilà, on va faire court. La homepage est juste très très bluffante puisqu'effectivement il y a des dragons animés en 3D. Voilà, ça oui, c'est des chimères. Très très bien fait. On revient sur la question du pourcentage offline, online. Grosso modo, pour pas forcément parler de budget, pour vous deux, pour Julien, quelle est la part entre le moyen traditionnel de promouvoir son festival? Alors je pense pas qu'aux flyers, hein, on parlait tout à l'heure de publicité sur les véhicules, on parlait d'autres supports. Quelle est cette part entre ces deux types de supports? Alors moi le chiffre exact je pourrais pas vous le donner. Faut que je me retournais avant en faisant des signes d'intelligence à mon équipe communication pour qu'ils me fassent des signes, mais apparemment ils n'ont pas compris. Donc j'ai pas été assez clair, mais je pense qu'on doit être sur du 60-40, quelque chose comme ça. 60 online? Non, 60. L'inverse, ouais. 60 sur du offline. 60 offline et puis 40. Et en fait, on a un peu inversé la tendance. Je pense qu'on était plus sur moitié-moitié l'année passée. Et puis, ils ont réussi à me convaincre qu'il fallait qu'on revienne à du classique. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas tout tort. Enfin, l'avenir nous le dira. Donc on doit être sur du 60-40 en revenant plus sur du offline, ouais. En attendant que le micro arrive jusqu'à Laurent. Pour le Nox? Alors nous, c'est aussi dur à dire, hein. Une grosse différence, c'est que les réseaux sociaux, on a tendance à pouvoir poster plus régulièrement. Parce que on prépare des posts, on prépare des communications par les réseaux sociaux. Donc c'est plus, au niveau quantité,
ils peuvent venir plus régulièrement ou selon un plan défini. On a de l'affichage F4, de l'affichage F4 ciblé. Là, on a clairement l'affichage F4 coûte, c'est hors de prix. Donc là, on l'a vraiment cette année ciblé au bon endroit, au bon moment. Donc genre dans le passage de la gare quand on va au Paléo. C'est des petits détails, mais c'est vrai qu'on s'est dit ça sert à rien de faire de l'affichage F4 à Lausanne pour être derrière une rue où on n'a pas un public de festivaliers. On a des versions carte postale dont je me ferai un plaisir de vous en distribuer tout à l'heure. Elles sont très belles. Ouais. Des affiches A2 qui sont aussi pas simplement en affichage vert. Donc nous on a effectivement Véro qui nous colle nos affiches depuis le début de la Nox. C'est donc Véro qui va coller les affiches dans les endroits et qui placarde généralement d'affiches. Et puis ce qui est important aussi, c'est de travailler en partenariat. On a un partenariat avec les médias. On a cette année, pour nos 10 ans, une radio locale suisse-allemande qui est venue, elle, nous contacter en disant on adore votre festival, on veut le couvrir en broadcast live, on attend d'avoir des subventions pour pouvoir venir vous le faire. Et ils ont obtenu ils ont obtenu les sous dont ils avaient besoin. Donc on aura Radio Drive-Var, qui est une radio lucernoise, qui sera présente avec du broadcast sur le festival. Donc pour nous, au niveau visibilité, par rapport à un public suisse-allemand qu'on doit aussi encore atteindre, c'était un peu un cadeau du ciel là. Très joli cadeau. Question aussi pour toi, Julien? Alors moi, comme je disais, on est sur des proportions maintenant. Nous, on a vraiment plus misé sur le digital cette année. Donc je pense qu'on est à 70-30, donc 70 pour l'online et 30% pour le offline. Mais moi, je reste persuadé que nous, on va se faire grâce à notre nouveau partenariat cette année, on a une équipe qui est partie dans le gros dos faire de l'affichage, qui était nouveau, très tôt. Mais par contre, cette année, alors moi, j'aime bien aller coller mes affiches, mais nous, on va vraiment les cibler parce que on citait Lausanne, aller coller des affiches à Lausanne, la durée de vie d'une affiche à Lausanne, elle est de à peu près 2 heures, si c'est un bon jour. Et puis surtout, il y a des gangs de collage d'affiches, donc ce qui fait qu'il y a des gens, mais pourquoi, enfin, je veux dire, c'est vite recouvert, donc tout ça, c'est vraiment du gaspillage pour moi de temps. Et ce qui fait qu'en fait, je préfère prendre moi mes affiches. Moi, j'ai toujours dans ma voiture, j'ai toujours des flyers et des affiches. J'en ai d'ailleurs là qui sont ici, je sais pas pourquoi, ils sont toujours avec moi. Et au fait, moi, je vais plutôt aller serrer la main dans un magasin. Notamment pour l'électronique, on travaille beaucoup avec, sans faire de pub, avec Dupertuis à Lausanne. Ben voilà, je t'ai croisé David, salut David, comment tu vas? Et tac, j'ai collé 2 affiches. Ça m'a permis non seulement de prendre un peu la température, d'être au courant des dernières nouveautés du matériel, et puis subsidiairement coller 2 affiches. Et je sais que ces 2 affiches-là, premièrement, elles resteront dans le magasin. Et puis il y a un contact humain qui me plaît parce que c'est avant tout le marketing, c'est aussi du contact humain. Mais surtout, mes affiches, elles seront vues par les bonnes personnes au bon moment. Finalement, le marketing, c'est toujours le bon produit au bon endroit au bon moment. Et c'est ça, il faut pas oublier. Et malheureusement, moi, j'ai pas une super colleuse d'affiches. C'est-à-dire, je félicite et bravo. Et du coup, moi, je suis obligé d'aller coller mes affiches avec mon équipe. Et des fois, on y va et on prendra notre pile d'affiches avec notre scotch de carrossier, puisqu'on n'a plus le droit d'agrafer non plus maintenant. Et puis, on ira coller nos affiches principalement dans les endroits qui sont ciblés. Merci. On va reprendre la question de Laurent. Bonjour, bonsoir. Donc Laurent Caillère, merci de nous donner la parole, merci de nous exprimer un peu votre travail. Moi, j'ai 2 questions en fait qui sortent un petit peu de ce que vous êtes en train de dire. Vous nous parlez beaucoup de la cible du public. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous positionnez aussi par rapport aux artistes, premièrement, parce que je pense qu'il y a une vraie compétition pour booker les bons artistes. Alors, dans des domaines très spécifiques comme Nox Oreille ou Short Circuit, c'est peut-être un peu plus facile, et encore que la concurrence pour Short Circuit dans les régions doit être assez complexe. Pour le Venoge Festival, j'ai regardé tout à l'heure la programmation, ce que je n'avais pas fait avant. C'est assez impressionnant ce que vous allez nous amener à Pantala cet été. Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à cela? Et ensuite, par rapport au lien que ça peut faire, est-ce que les artistes sont des partenaires de communication? Et est-ce que les artistes et votre programmation, c'est vraiment un élément indispensable à votre marketing, ou est-ce que la prestation d'accueil est prépondérante, l'offre que vous faites au public est prépondérante à côté de la programmation? Est-ce que c'est... Alors, les artistes. Alors ça, on pourrait en parler, mais pendant des heures. Hein. C'est ultra compliqué. Alors peut-être un petit peu moins pour vous et encore. C'est vrai qu'on est quand même pas mal de festivals maintenant de taille, de même taille, Caribana, Rocosaren, Estival, un ou 2 un peu plus gros, le Chant du Gros, Festinoche, puis après les mastodontes Paléo et Montreux pour la Suisse romande.
Nous, on commence à avoir un peu de la chance, en fait. Mais cette chance, elle vient du travail qu'on a fait pendant 3-4 ans maintenant, où en fait, on n'a pas privilégié l'accueil artiste, on a privilégié l'accueil général du festival, tant pour le festivalier que pour les artistes. Et puis, on a pas mal de retours positifs de cet accueil qu'on a, entre autres, aux artistes, si on parle de ce domaine-là. Et puis, les artistes parlent entre eux, les festivals aussi parlent entre eux, les agents parlent entre eux. Et puis, c'est vrai qu'on peut se retrouver à 3 ou 4 festivals à vouloir avoir le même artiste. Évidemment que ça serait contre-productif que les artistes aillent dans tous les festivals. Donc, certains festivals jouent la surenchère pour pouvoir obtenir des exclusivités, ce que nous, on se refuse à faire. On préfère laisser tomber et puis que les gens s'amusent entre eux à ça, mais c'est pas notre ambition. Et puis en fait, de par cet accueil de ces gens qui discutent entre eux, on se fait des contacts et puis ça devient tout de suite un peu plus facile. Et les gens diront ah oui, l'année passée j'ai eu tel artiste qui était dans ton festival, cette année j'ai celui-là. Voilà, ça peut le faire. Et puis donc c'est disons de notre côté, le travail de 3 années d'accueil, de beaucoup de réseautage, de discussions avec des agents, d'aller voir des concerts. Donc c'est ça qui fait que on a maintenant un plateau d'artistes qui est effectivement pour Pontala qui est assez impressionnant si on prend le mot de Pontala et puis les artistes qu'on a. Mais peut-être qu'il y a 20 ans c'était la même problématique. Enfin, la même chose avec Nyon, où on disait Nyon, et puis il y a Joan Baez qui vient à Nyon, voilà, ça paraissait un peu improbable. Et puis, alors, loin de nous l'idée de faire un paléo, mais c'est pour dire que effectivement on a des noms maintenant qui sont assez importants pour le festival. Et puis c'est vrai que par rapport, pour revenir à cette notion de nom d'artiste et de festival, alors on va pas cacher la merde au chat, hein, c'est quand même des noms qui doivent attirer du monde. Donc et évidemment que on tire pas autant de monde avec Yvette Horner qu'avec Ayam, ça c'est clair. Mais après évidemment c'est des questions de budget aussi. On en a discuté un petit peu avant, les budgets des 3 festivals sont très différents. Je pense que le plus gros poste quand même pour tous les festivals, c'est ce budget artistique qui est pour nous presque 50%, un petit peu moins que 50% du budget global du festival. Mais c'est ce qui aussi attire le monde. Donc en même temps, c'est aussi une part de marketing, parce que évidemment que si on se veut attirer 7000 personnes, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, donc il n'y a pas de miracle aux cartes. Il faut quand même des noms qui sont un petit peu clinquants. Donc voilà, donc c'est un subtil mélange d'artistes, de communication, de chance et puis de travail. Même constat pour vous deux? Alors moi, j'abonde dans le sens de Greg par rapport à l'accueil. Nous, on n'a pas réinventé la roue. Hein. Si Mathieu était là, il nous aurait dit que Claude Nobs avait fait la même chose il y a 35 ans quand il avait écrit le Montreux Jazz. Mais l'accueil des artistes, il est hyper important. On met en avant... alors c'est petit, on a des loges qui sont sous tente. Hein. On a plein d'artistes qui nous demandent maintenant des loges en dur. On leur explique que chez nous, c'est des tentes. Et puis ils vivront avec. On leur fait découvrir les spécialités locales. Je fais des tartes au vin cuit pour nos artistes, par exemple. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font qu'ils arrivent, ils sont accueillis, on a des cuisiniers sur place avec une plancha, on travaille, je reviendrai sur les partenaires, mais on travaille beaucoup avec les partenaires locaux pour fournir la viande, les légumes, tout ce qu'il faut. Donc c'est cette touche, alors de nouveau, je pense qu'on essaie tous de le faire et c'est comment est-ce qu'on le fait, mais qui fait que les artistes se sentent bien. Les artistes qui viennent à Noxorae ont chacun droit à 1 heure de bateau sur le lac. Avec de nouveau, on revient sur des partenariats ou sur des potes. Le Noxorae travaille beaucoup sur le réseau de potes. C'est des potes qui ont des bateaux qui emmènent les artistes sur le lac. Ils font même des showcases sur le lac, ce qui permet de faire des superbes vidéos. Ça fait partie de cet accueil. Puis ensuite, les artistes discutent entre eux. Et on est des artistes qui reviennent vers nous en disant « J'ai un nouveau projet, avec un autre groupe, mais j'aimerais tellement revenir. J'ai adoré l'endroit, c'était magique. » Voilà, alors
quand on a des belles conditions météo, comme on a eu 2015, 2016, 2017, 2018 un peu moins, ça se passe bien, c'est bien. On a eu une fois une tempête, donc on s'en sort pas trop mal. Mais quand ils voient le cadre magique et qu'ils voient cet accueil, ils ont envie de revenir. Donc ensuite, de nouveau, ça rejoint un peu ce que disait Greg. Les agents parlent entre eux, les artistes parlent entre eux et disent mais en fait, tu connais pas le Nox à la Tour de Paix, il faut y aller. Des ambassadeurs en puissance chez vos propres artistes. Est-ce que c'est la même chose du côté de la Brom? Alors, pour répondre à la question, nous, en fait, on a une tendance qui est un peu différente, c'est que nous, en fait, tout au long de l'année, on a plus de demandes de gens qui veulent venir jouer chez nous plutôt que ce qu'on peut programmer. Alors, en fait, c'est délicat parce qu'en fait, on reçoit beaucoup de choses. À l'époque, je recevais beaucoup de CD, voilà. Donc, c'était très agréable parce qu'on pouvait écouter. Et donc, j'ai une compilation de CD. C'est inimaginable le nombre de CD qu'on a. Donc effectivement, quand vous avez plus de demandes que de places libres, on fait une sélection. Nous, le problème est simple, c'est que par rapport, comme j'expliquais, par rapport au prix d'entrée qu'on a et aux contraintes, nous, les grosses têtes d'affiches qui ont été citées, nous, on n'a clairement pas les moyens. Aujourd'hui, il y a des artistes de musique électronique de renom, parlons chiffres, c'est 10, 15, 20, 30 000 euros. Donc, et ça, c'est encore pas des gros guest stars. Et ce qui fait que, vous voyez, un budget comme ceci pour pouvoir rentabiliser sur un petit festival à taille humaine, c'est pas possible. Donc nous, on joue aussi sur les réseaux, pas sur les potes, mais c'est un milieu qui est très petit. Moi, sans prétention, j'ai la chance d'être là depuis très longtemps, ce qui fait que j'ai des liens avec certaines personnes depuis très longtemps, ce qui fait qu'on arrive à avoir des renvois d'ascenseurs, mais ça se perd, ça se perd vraiment très bien. Et puis nous, on a toujours eu une philosophie où effectivement la programmation du festival a toujours été scindée en deux. C'est-à-dire que Short Circuit programme, fait le concept, et puis il y a toujours eu la deuxième scène qui est toujours outsourcée à un thème et avec un programmateur. Et ça, on a toujours fonctionné comme ça. Cette année, on a un nouveau partenariat avec Synergy Events, avec Stéphane qui est dans la salle. C'est un nouveau partenariat dont on se réjouit, mais du coup, chaque fois, c'est une remise en question, et puis du coup, les gens amènent d'autres contacts, d'autres liens. Donc en fait, on fonctionne aussi par ce type de réseau. C'est pour ça que le réseautage est très important à ce stade-là. Et puis, du coup, les artistes jouent le jeu parce qu'ils voient qu'on a un prix d'entrée qui est accessible. Et du coup, ils ne sont pas mathématiciens ni business maths. Mais ils se rendent bien compte, effectivement, que par rapport au prix d'entrée qu'on demande, effectivement, c'est pas possible. Après, on s'est posé la question, effectivement, si on n'allait peut-être pas modifier le prix de l'entrée. Peut-être pour pouvoir justement avoir des artistes qui ont des cachets plus onéreux pour booster. Mais là, on a clairement sondé au fait notre public, et notre public, clairement, je pense qu'on est arrivé un petit peu à un break-in event. On est arrivé à vraiment un seuil où on pourra vraisemblablement pas trop dépasser, sauf si on a une méga opportunité. Puis pour finir là-dessus, je dirais aussi que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pas programmer ce qu'il y a ailleurs sur l'ensemble des festivals. C'est qu'en fait, si vous regardez les programmations de gros festivals de musique électronique, en tout cas en Suisse romande, c'est quand même un peu toujours la même chose, quoi. Chez nous aussi, mais nous, on essaie quand même un petit peu de varier les styles. Et puis surtout, ça nous permet justement de pouvoir faire jouer les gens qui n'ont pas la possibilité de jouer ailleurs. Pas pour des questions de talent, parce qu'il y a des affiches, des gens qui sont écrits en gros comme ça sur des affiches, qui franchement d'un point de vue artistique, je trouve pas terrible. Et chez nous, par exemple, tous les artistes ont la même taille. Voilà, on va pas mettre un gros puis après un plus petit. Voilà, ça c'est une question chez nous qui est primordiale. Il n'y a pas de raison qu'un artiste soit plus gros que l'autre, parce que pour nous, ils valent tous la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Mais ça, c'est une question d'éthique puis de respect de l'artiste. Je crois qu'on a une question dans le public. Oui, Philippe. Plutôt une intervention. Déjà, bravo pour. On voit que c'est un monde de passionnés, et puis c'est vraiment intéressant de vous entendre. Juste aussi pour réagir par rapport à l'offline et l'online, je trouve intéressant que tout le monde, effectivement, en tout cas dans vos festivals, fait autant d'offline que d'online. Et voilà, je salue en tout cas le geste de faire du cross-média. Je pense que c'est toujours assez intéressant. Je réagis parce que je fais partie du groupe ESH Média qui possède La Côte, des journaux locaux. La Côte, le Nouvelliste, Arc Info, et puis je trouve assez intéressant de la démarche marketing. J'ai entendu que c'est difficile à articuler un budget. Je pense qu'il y a aussi un élément de tous les éléments, tous les aides que vous pouvez avoir par rapport à des journaux locaux, et je pense que c'est important et que c'est
c'est vraiment intéressant de pouvoir en bénéficier, de faire des communiqués de presse, d'avoir des contacts très proches avec les journalistes, que ce soit pour le journal local de la Broye, pour que ce soit d'autres journaux. C'est quelque chose qui est important et je me fais le porte-parole du groupe. C'est un ADN dans les journaux qui est important, que ce soit les journaux digitaux ou je dirais l'actualité des journaux online, sur les apps, sur le mobile. C'est quelque chose qui est important et qui est important pour nos médias, qui est important pour les lecteurs et les gens du coin. Et utiliser ça, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment utile, quoi. Donc voilà, c'était plutôt un message de dire que les journaux sont là, les médias d'actualité, on dira, ils sont là pour vous aider. Peut-être que en fonction des régions, on est plutôt sur du supranational, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas sur les régions dont on couvre, c'est quelque chose dont on est friand, c'est important pour nous. Et puis on parlait de partenariat média, c'est des choses qu'on essaye aussi de mettre en place avec des partenariats, avec des comptes prestations, et puis ça permet aussi de valoriser des partenaires sponsors que vous avez. Et d'où ma question, comment aujourd'hui les sponsors réagissent quand votre plan média se dirige plutôt sur l'online, et puis comment vous valorisez ça plutôt que sur une affiche ou une parution presse ou quelque chose qui est plus palpable aujourd'hui, quoi. Juste avant de répondre, si je t'ai bien entendu, Philippe, tu lances l'invitation à l'apéritif pour rencontrer nos 3 organisateurs. Alors, je fais partie de la régie publicitaire, donc voilà, j'ai le bon rôle aujourd'hui, mais effectivement, je me fais le relais au niveau donc, il sera facile à trouver, un t-shirt bleu. Voilà. C'est ça. Alors, effectivement, est-ce que le sponsoring peut devenir, parce que j'avais une question un peu similaire à la tienne, ça peut devenir un frein, ça peut devenir une contrainte, ça peut devenir un poids, suivant justement par exemple le type de support que vous allez utiliser pour votre communication, mais aussi peut-être même au sein même du festival, l'emplacement, la décoration. Avant on parlait de véhicules, parce qu'il y a des partenaires automobiles, des choses comme ça. Comment vous voyez ça, partenaire, sponsoring, avantages, inconvénients ? Alors, je parle pour la Nox. Alors ça, c'est la partie que je maîtrise le mieux, vu que c'est moi qui suis responsable des sponsors et de la recherche de fonds. Nous, on a très peu de sponsors privés. Clairement, notre budget, c'est... les sponsors privés, ça ne sais pas, 2% peut-être, c'est quasiment rien. Ils ont très peu de contrepartie visibilité, c'est vraiment quoi. Je m'entends sur le très peu de contrepartie, ils sont au bas de l'affiche, mais ils sont tout petits en bas de l'affiche. Ils sont dans le carnet de fête et on ne met pas de banderole publicitaire à l'intérieur du site. Donc ils sont à l'extérieur du site. Quand on arrive, on voit les banderoles des sponsors, mais à l'intérieur du site, ça fait partie aussi de notre ADN, ça fait partie de ce qu'on offre, en voulant rester un peu local, un peu punk. Je sais pas si c'est punk le bon nom, mais quand je dis à Joël, je veux vendre plus de sponsoring, il me dit mais non, on veut pas de banderole de sponsor. donc c'est l'idée de se dire, quand les gens viennent au festival Nox-Sorae, ils se retrouvent pas au festival Cardinal Heineken ou je ne sais pas, ils sont au festival Nox-Sorae, ils ont éventuellement la remorque frigorifique du brasseur du coin, mais voilà, ça fait partie de notre ADN, donc on a peu de contrepartie à leur devoir, donc on n'est pas tellement limité. Alors ils savent qu'ils sont sur les affiches, mais ils me posent, j'ai jamais une question de combien il y a d'affiches, où est-ce qu'elles seront posées et qu'est-ce qu'il en ressort. Voilà. Greg, pour toi ? Ouais, alors nous, c'est assez simple. Les banderoles, on a aussi arrêté. Ça des sapins de Noël, c'est affreux, quoi. Donc on a essayé d'uniformiser un peu tout ce qui était quand même la ligne graphique, entre guillemets. Donc au niveau de la visibilité sur le site, alors il y a évidemment les ailes son où elles sont brandées avec les gros sponsors. Ensuite, on essaie de privilégier, on a des écrans qui sont sur les côtés de la scène. Alors évidemment, l'idée c'est de pouvoir les utiliser parce que voilà, hein, c'est interactif. Et puis, ça bouge là-bas, j'étais un peu perdu. Et puis, La couverture média, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Et puis, autrement, pour ce qui concerne le sponsoring, en fait, nous, c'est relativement simple. On a des offres de partenariat et de sponsoring. Je préfère dire souvent partenariat que sponsoring, mais enfin, c'est plus ou moins quand même la même chose. Mais on a des offres qui sont relativement simples. C'est-à-dire que, voilà, ils ont pour tel montant... Voilà, il y a tant de... Nous, on sait combien on fait d'affiches, mais donc ils savent qu'ils sont sur X affiches, ils savent qu'ils ont X passages sur les écrans, que s'ils ont une loge, ils ont la loge, elle est à leur nom le soir où elle est là. Ils savent que sur le site du Venoge Festival, ils ont leur logo
à différents endroits, mais on essaye de pas trop non plus submerger de sponsoring, parce que c'est vrai que c'est pas notre philosophie non plus, mais c'est vrai que eux cherchent quand même aussi de la visibilité. Et puis c'est vrai que c'est compliqué, voire très compliqué de trouver du sponsor à l'heure actuelle. Ça ouais. C'est plus comme avant. Alors je sais pas si c'est plus comme avant, mais c'est vrai que tout le monde n'a plus de sous, quoi. Okay. On n'a pas de sous, on fera l'année prochaine. Une réponse qu'on entend souvent. Et pour toi, de ton côté? Alors nous, c'est assez simple. En fait, nous, jusqu'à l'année dernière, nous avions la moitié du festival qui était programmé par un spécialiste, enfin par un programmateur qui ne voulait pas de sponsor. Donc en gros, ce qui fait qu'on devait avoir un flyer sur lequel on devait en fait gommer l'ensemble du sponsoring, parce que lui, dans sa communauté, le sponsoring était extrêmement mal perçu et il ne voulait pas. Alors voilà, la donne était comme ça. Après, on a quand même essayé de lui expliquer qu'on avait quand même besoin d'un petit quelque chose. Et puis nous, le sponsoring, il est principalement local. On va travailler avec la banque locale, voilà, ce genre de choses, mais parce que c'est eux qui ont le compte de l'association. Et puis on va travailler peut-être avec un assureur, mais du coup, ça va être une contre-offre ou une contre-prestation où il n'y aura pas d'échange d'argent, mais ils vont nous offrir par exemple la RC de la manifestation. Enfin, je donne des exemples comme ceci. Mais nous, c'est clair qu'alors pas de cigarettiers, pas de boissons énergétiques, enfin ce genre de choses, ça a toujours été une volonté. On a toujours été pratiquement en autosuffisant dans le sens où on a toujours dit, si on a du sponsor, c'est du beurre dans les épinards ou du sucre, mais c'est pas là-dessus sur lequel on tourne. Et puis on a quelques arrangements, notamment au niveau des véhicules, parce qu'effectivement on a besoin d'un gros bus, parce qu'au bout d'un moment, quand je vous expliquais que c'est du bénévolat, quand vous prenez votre propre véhicule privé, puis que vous avez 3 bénévoles qui ont ça debout de l'intérieur, puis qu'ils ont chargé, puis que votre véhicule à la fin de la semaine il est ruiné. Nous on n'a pas les budgets des gros mastodontes on peut se racheter un véhicule, donc ce qui fait que après c'est pour votre pomme. Donc ce qui fait qu'on a des partenariats locaux où ils nous mettent à disposition un véhicule, mais c'est très discret. Voilà, et en fait c'est plutôt des échanges de bons procédés et de bons services, et puis comme ça on aime bien aller dans la boue avec les véhicules des autres. Voilà. Histoire de ruiner les voitures des autres, pas mal. Bon, alors... Je suis assez maniaque avec les voitures aussi, c'est pour ça. Oui, on va pas parler de ta passion. Bon, alors cette question, il faut que je la pose malgré l'absence d'une plus grosse tête d'affiche en matière de taille de festival. Est-ce que le système D, ces autres moyens de communiquer font l'apanage justement des festivals plus petits? On parlait de la décoration de voitures. Là, si tu peux revenir sur cette anecdote, est-ce que ça fait partie de l'ADN des petits festivals de trouver d'autres alternatives pour, par exemple, se retrouver à communiquer avec d'autres moyens originaux? Ouais, je pense clairement. Donc l'anecdote de l'autocollant Venoge Festival sur les voitures, en fait, à la base, c'était parti relativement simplement, c'est-à-dire qu'on voulait, on nous avait demandé s'il y avait des autocollants Venoge Festival. Puis on a dit oui, effectivement, on pourrait faire un autocollant Venoge Festival. Et puis certains bénévoles du comité avaient mis l'autocollant. Et puis en fait, de fil en aiguille, chaque année, tout le monde nous demandait on les trouve où ces autocollants, est-ce qu'on peut les acheter? Et puis à la base, on voulait pas faire du commerce avec les autocollants, c'était juste c'était s'identifier au Venoge Festival et accessoirement faire de la publicité. Et puis, de fil en aiguille, donc du coup, on a mis en vente les autocollants. Et puis, on vend nos autocollants au festival. Donc, les gens les achètent, ce qui était plutôt sympa. Et puis, deuxième effet qui se coule, ils font de la pub pour nous. Donc, mais on les vend pas cher, c'est 10 francs. Ils seront à la sortie, juste là-bas, si vous êtes intéressés. J'en attendais pas, moi. Et puis, dans les... non, j'ai pas d'autocollants à vendre. Et puis, autrement, dans les petits trucs publicitaires, nous, on fait encore les sets de table. Ok. Ouais. Ça peut paraître con, hein. Non, aucune critique. Non, ça ramène à la question de base. Est-ce que ça, c'est vraiment, du coup, un passage obligé aux plus petits de se réinventer, d'imaginer d'autres plans, quoi. Déjà, le set de table, ça coûte pas trop cher à produire. Et puis, ça a un joli impact. Parce que quand vous êtes au bistrot et que vous discutez avec un collègue ou bien avec madame, vous attendez votre plat, puis qu'est-ce que vous faites? Vous regardez votre set de table, et puis vous avez tout le programme du Venoge qui est sous les yeux, et puis les gens qui ont acheté les petits espaces publicitaires, et puis c'est quand même... on l'a pendant un moment sur les restaurants, hein, si ça va loin à la cuisine. Donc voilà, donc on fait le set de table, mais c'est un peu historique. Ils avaient commencé il y a une quinzaine d'années à faire ce set de table, puis on l'a jamais enlevé du panel de visibilité qu'on peut donner, parce que finalement c'est assez efficace. C'est assez efficace. Et puis même maintenant, les restaurateurs nous appellent déjà au mois de mars. Quand c'est que vous livrez, on veut les sets de table. Bon, parfait aussi. Excellent. Tout le monde est gagnant.
Du côté du Nox, tu as aussi une petite... Alors dans la même petite veine, astuce. dans la même veine que les sets de table, nous on a les sous-bocs. Les sous-bocs de verre qui sont distribués dans les bars de la région, dans les bars un peu plus loin que la région. Donc c'est dans le même, vous nous avez copié, dans la même veine. Et puis on parlait des partenariats ou des contre-prestations un peu diverses. Cette année, on a un échange de prestations avec un partenaire qui est totalement, comment on va dire, inédit ou inusuel. On fait de l'échange de prestations avec la Fondation de l'Ermitage. Donc vous allez vous demander comment la Fondation de l'Ermitage, qui fait de la peinture avec une clientèle plutôt relativement âgée, fait du partenariat avec le festival Nox Orae, qui est un festival de rock. Il se trouve qu'ils ont une exposition durant l'été qui sera sur les ombres, et puis que Nox Orae, voulant dire la nuit du rivage, pour tous ceux qui n'auraient pas fait de latin, ils sont venus vers nous à une de ces journées de contribution avec la Loterie Romande en disant on adore votre festival, nous on a quelque chose sur les ombres, il faut qu'on fasse quelque chose cet été. Donc c'est vraiment de la contre-prestation, de la visibilité. Ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux le fait que Festival Nox Orae, on aura une affiche chez eux, et en fait je trouve assez... Alors, est-ce que ça va nous ramener du public? Je ne sais pas, mais je le trouve sympa au niveau de connaissance de la marque, connaissance du nom, connaissance de qui on est et où on est. Et toi? Moi, rien. Alors, Rien de vraiment spécial. rien. Non, parce que nous, le merchandising, cette année, on a un logo sympa. Pour ceux qui ont vu, c'est un robot qu'on a fait dessiner par un artiste valaisan, qui est une commande qu'on a fait. Et au fait, des gens nous ont demandé des t-shirts, ce genre de choses, donc peut-être qu'on va y penser, mais c'est vraiment un aspect qui, effectivement, on n'a pas voulu vraiment mettre en avant. Voilà, c'est les sets de table, effectivement, ça c'est un truc qui est bien vaudois ou broyard, voilà, mais c'est effectivement un truc auquel il faudrait qu'on pense, mais Je crois qu'il y a des échanges d'idées. je pense que c'est quelque chose que je vais retenir pour l'année prochaine. Effectivement, le set de table, c'est quelque chose qui est pas trop cher à produire, et puis justement, en fonction de la qualité de la personne qui est en face de nous au restaurant, ça on peut plus ou moins regarder en bas. Ou pas. Et non, blague à part. Et au fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir effectivement se placer, mais on va pas fonctionner. Mais les autocollants nous a demandé. Et là, Greg, c'est vraiment un coup de maître, parce que vraiment, où les gens payent pour mettre de la pub, ça, chapeau bas, vraiment. Félicitations. J'ai une pensée émue pour toutes celles et ceux qui liront les sets de table prochainement. On a une question dans le public. Oui, bonsoir, Fabien Morph, l'œil du public. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez beaucoup de visibilité, mais vous ne parlez pas de transfert d'image. Or, pour un sponsor, voilà, payer 500 francs pour avoir une présence visuelle, alors vous amenez l'exemple que ça fonctionne très très bien chez vous, et félicitations parce que c'est assez rare, mais il pourrait vous rétorquer, les 500 francs, je préfère les mettre sur Facebook où je peux avoir une visibilité qui sera vraiment ciblée, donc plus efficace. Mais est-ce que votre argument n'est pas plutôt de dire, grâce à moi, tu pourras bénéficier des valeurs de... Vous voyez la question ? Il faut remplacer le par le nom du festival. Exactement. Non, mais l'histoire que le sponsor ou le partenaire utilise lui dans sa communication, le fait qu'il est partenaire avec le festival et que ça rayonne sur lui, je trouve que c'est très peu utilisé. Nous, alors de nouveau, je reviens sur l'histoire que nos partenaires, nos sponsors, on est plus dans l'ordre presque du mécénat que du sponsoring, même si on parle de marque et mais pour moi vraiment ils font plus du mécénat que du sponsoring, et ils utilisent assez peu dans leur propre communication le fait qu'ils sont partenaires avec le festival. Alors moi, je rejoins vraiment. C'est-à-dire que nous, on a très peu de sponsors qui nous disent « Ah bah tiens, on a envie de partager une valeur ». C'était le cas. Alors moi, j'ai connu les folles années avec des boissons énergétiques et compagnie, où en fait, on devait presque... ils mettaient le pied dans la porte pour pouvoir revenir. Ça, on a connu. Et les cigarettiers aussi. Mais ça, c'est terminé. Justement, nous, la plupart du temps, quand on essaie d'approcher... Des fois, c'est plutôt nous qui essayons d'approcher un sponsor. Typiquement, nous, on a essayé maintenant de draguer un gros prestataire pour un système de son. Voilà, donc nous on utilise un système de son avec des boîtes bleues, je ne vais pas faire de la publicité, mais enfin c'est très connu dans le milieu de la musique électronique, et par l'entremise de nos contacts, on a essayé de les approcher en disant mais écoutez, vous ne voulez pas mettre en avant votre sound system, puisque pour nous c'est très important.
Et puis là, écoutez, non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Vous voyez, nous, on a des stacks qui tournent à travers l'Europe entière, donc c'est pas très intéressant. Mais ça, on aurait bien voulu avoir, parce que là, effectivement, il y avait une identité. Ça me passionne, parce que moi, j'adore la technique. Donc, ce qui fait que finalement, on s'est dit, finalement, on est prestataire de gros subs et puis de gros systèmes audio. C'est des systèmes qui coûtent, c'est des centaines de milliers de francs. Et du coup, ils pourraient se dire, on les met en valeur. Et il y a dernièrement, et c'est cette année que c'est sorti, il y a un groupe espagnol qui ont un super son, qui ont commencé à le faire. Donc ça vient. Mais moi, j'ai encore pas réussi à trouver vraiment quelqu'un qui nous dise, voilà nos valeurs, on aimerait bien pouvoir les partager avec vous. Je rejoins Mélanie dans le sens où c'est vraiment du mécénat, où en fait, on va pas se... j'aime pas le terme prostituée, c'est trop fort, mais on va plutôt aller essayer de quémander quelque chose parce que ça nous arrange, parce que typiquement, vous parlez de 500 francs, mais on est vraiment dans ces 500, 1000, 1500 francs, c'est jamais vraiment des gros montants, enfin, à mon humble niveau, mais disons que ça nous permet de pouvoir payer une bonne bouffe aux bénévoles, ou bien ça nous permet de pouvoir louer une chambre d'hôtel un petit peu supérieure, et puis c'est comme ça qu'on va les utiliser. Mais moi, j'ai une taille critique où on n'arrive justement pas à drainer effectivement ce genre de choses, et puis on va fonctionner plutôt sur des échanges de bons procédés. Par exemple, nous, nos scènes d'artistes sont en fait des remorques de camions de transport. Bien sûr qu'on relook, donc vous vous rendez pas vraiment compte que c'est ça, mais ça nous économise un budget qui est monstre. Parce qu'on parlait avant de budget de festival, sans revenir là-dessus, mais nous, le deuxième plus gros poste après les cachets, c'est la technique. Donc, ce qui fait que si on s'économise une scène mobile, ça coûte un rein. Donc, ce qui fait que finalement, on arrive à trouver. Et là, du coup, ils sont très intéressants parce que le prestataire de transport local, déjà, c'est le week-end, donc les camions roulent normalement pas. Ces prestataires-là ne roulent pas. Donc, eux, ça leur coûte pas grand-chose de mettre à disposition un camion. Puis, du coup, il y a pour reprendre vos termes, transport. Et puis, effectivement, lui, il a la possibilité de pouvoir être visible. Et puis, si vous avez un transport dans la région, on y pense. Puis là, on reprend pour les journaux locaux. On dit, justement, typiquement, on essaie, moi, dans les articles, j'essaie un petit peu de vendre le truc. Je dis, voilà, tel et tel transporteur nous a mis à disposition gratuitement un camion. Puis après, ça ressort dans la presse. Puis c'est là où ça cartonne. Et c'est là où, du coup, ils sont d'accord de revenir. Mais on en est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, à ce stade. Oui, petite réaction rapide. Moi, je pense que cette problématique, entre guillemets, problématique de transfert d'image, ça marche bien, mais avec les gros. C'est-à-dire où la marque est forte de l'autre côté, comme à Paléo ou bien à Montreux. Nous, j'aime pas dire que le Venoge est une marque, donc on n'a pas une marque assez forte. Donc nous, ce qu'on essaie de contrebalancer, en fait, alors effectivement, il y a des packs de publicité et de sponsoring, mais qui sont pour en partie visibilité et pour grande partie hospitalité. C'est-à-dire que les partenaires, ils vont pouvoir inviter des clients, ils vont pouvoir offrir des billets à leurs clients, et puis c'est surtout ça qu'ils achètent en fait chez nous, principalement. En plus d'un peu de visibilité, on est sur du 50-50, de l'hospitalité et de la visibilité sur les gros partenaires. On a une autre question du public. Bonsoir. Alors moi, c'est un petit peu le débat online-offline. J'ai rien contre le offline parce que à la base, j'en suis issue. Je rebondis aussi un peu sur les sets de table, les flyers. J'entends bien que vous êtes chacun, vous travaillez pour des festivals qui sont de petite taille, plus ou moins. Donc les moyens sont en fonction. Maintenant, j'ai le sentiment que vous connaissez pas bien votre public. Vous mesurez pas forcément l'impact de votre communication. Enfin, avec un set de table et un flyer, c'est un petit peu compliqué de mesurer l'impact. Vous retirez un petit peu du online, me semble-t-il. C'est pourtant la seule manière de mesurer. C'est comme ça. Vous savez d'où vient votre public, qui il est. Vous pouvez en faire vraiment une audience. Vos sites internet, j'ai regardé un petit peu, donc je ne peux pas les regarder en détail évidemment sur mon téléphone, mais est-ce que vous les utilisez correctement de manière à aller voir votre billetterie, qui vient acheter, qui repart de la billetterie, qui sont ces gens qui viennent sur votre site? Parce que vous vous mettez à l'entrée de vos festivals, c'est super, parce que rien ne vaut la présence humaine, mais aujourd'hui le digital maintenant il a cette fonction de pouvoir connaître quand même son audience, de pouvoir la mesurer. C'est pas rien, on vit, voilà, moi je suis pas née avec ça, j'ai appris à vivre avec ça, puis j'ai pas le choix. Et je pense que
peut-être que c'est la manière dont vous l'utilisez et vous auriez peut-être encore plus d'impact avec... voilà, c'est mon avis. Hein. Ouais, alors par rapport à mes deux charmants collègues de ce soir, comme j'ai dit au début, j'ai la chance, peut-être par rapport à eux, d'avoir un peu de budget pour de la communication, puis de pouvoir avoir une agence de communication. Ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec eux pour faire peut-être un audit directement avec eux, pour voir si vraiment on est mauvais. Ah non, je ne vais pas dire que vous étiez mauvais. Ah non, je ne me permettrai pas. Alors nous, par rapport à la question, on a, peut-être que mes collègues me retiendront, mais je ne pense pas qu'on... Nous, on a un problème de ressources. Hein. On est de nouveau quasiment bénévole, on fait ça. En plus, on n'a pas les ressources et pas le temps d'aller analyser le parcours de la personne qui va visiter notre site, comment il est arrivé sur la billetterie, etc. On n'a pas... je ne pense pas qu'on ait un suivi statistique par mois de comment notre site internet est... Je vois Hélène qui me fait la grimace. On a un suivi, notre responsable de communication fait un suivi succinct hein, de ce qui se passe. Je m'entends sur succinct, hein, sur ce qui se passe quand on fait des posts, le nombre de personnes touchées, etc. Ça, on a un petit suivi, mais c'est clairement une question de ressources. Donc, quand on parle du marketing des festivals à la mesure de leurs moyens, eh ben, on y est clairement. Et puis alors moi, je m'excuse, mais alors par contre nous, alors je suis étonné parce que nous, alors on a suivi, hein, nous on utilise un pixel Facebook, on a l'ensemble, donc je dirais non, alors nous on a des geeks, ce qui fait que je peux vous donner exactement les tranches d'âge, qui vient, j'ai une base de données, email, téléphone, numéro, j'ai pas les cartes de crédit, c'est pas autorisé, mais non, alors non, moi je peux vous dire exactement, je peux vous dire même, oui, les provenances. Et en fait, ça fait très longtemps qu'on a des Google Analytics qui tournent et même, je pense qu'on était même pionniers là-dedans. Et c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne. On a un mailing SMS et puis on a un formulaire au fait, sur lequel on suit et sur lequel on adresse. On a aussi, dans le cadre du festival, pour la billetterie, on a des chat robots qui tournent parce que les gens nous téléphonent, on est effectivement aux entrées, mais donc on n'a pas les ressources. Donc, et tout ça, c'est gratuit. Donc du coup, on a des gens nous téléphonent, enfin nous écrivent un email alors que le festival a commencé depuis 3 heures. Est-ce qu'on est responsable? J'ai pas les ressources. Par contre, j'ai un robot qui va répondre automatiquement à ce genre de choses. Et du coup, on reçoit ces notifications. Donc non, alors pour répondre à votre question, ce que je partage pas, c'est qu'on est extrêmement bien documenté par rapport à ceci. Et c'est comme ça qu'avec peu de moyens, on arrive à avoir pas mal d'impact pour justement faire ça. On utilise des stratégies différenciées A/B sur Facebook. En fait, on fait très très attention à ce genre de choses. Mais alors, c'est sûr qu'on a une marge de progression qui est énorme. Moi, si j'avais 5 000 ou 10 000 francs de budget pour ça, je me ferais un plaisir de vraiment faire du fine-tuning au niveau d'un cross-selling et au niveau du marketing digital. Ouais. C'est mon budget com. Avec l'avant-dernière question, pour pouvoir bien participer, voilà, je crois que Marc m'a rebranché, voilà. Merci. Avec l'avant-dernière question que je vais vous poser, je vous invite, j'ai vu déjà beaucoup de personnes se pencher sur leur smartphone, c'est très très bien. On va faire le tirage au sort à l'issue de cette conférence. Donc rassurez-vous, les 4 festivals offrent des entrées, même si effectivement pour l'un d'entre eux, il est absent. Mais on lui souhaite prompt rétablissement. Question, parce qu'on vient un petit peu de l'aborder avec toi. Je crois savoir, Greg, j'ai entendu 2-3 choses qui faisaient référence à ça. Est-ce que vous opérez, vous tous, sur ce qu'on pourrait appeler de la veille concurrentielle? Est-ce que vous allez guigner, vous allez regarder, vous allez vous inspirer de ce que font les autres, que ce soit offline ou online? Alors il est clair qu'il y en a un des deux, de ces supports, qui est plus pratique. Est-ce que ça, c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce que vous faites? Ou au contraire, puisque vous êtes chacun bien implanté, que vous avez une belle assise, vous n'avez plus besoin, vous vous en souciez pas du tout? Mélanie? Pas à ma connaissance, mais peut-être que dans mon équipe, la responsable com fait de la veille concurrentielle. On regarde bien sûr ce qui se passe, un petit peu, on suit, mais de là à faire de la veille, j'en reviens à la question de temps. Hein. Le temps qu'on a à disposition à donner sur l'organisation du festival, on se concentre sur notre festival. Et puis du coup, on n'a peut-être pas forcément toujours l'occasion d'aller de prendre le temps et de regarder ce que font les autres et de s'inspirer, de bien s'inspirer ou pas. Bon, ce soir, je crois qu'il y a quelques échanges qui vont vous servir. Greg, de ton côté Mais je crois que personne n'a la science infuse, donc effectivement, nous tous, enfin, en tout cas nous de notre côté, oui évidemment qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, et puis on s'inspire de ce qu'on peut imaginer être bon.
Donc non, je pense que clairement on regarde un petit peu chez nos voisins et on essaie de s'inspirer et puis après de l'adapter à notre sauce. Alors moi je dirais que grâce au gros budget marketing que nos concurrents ont, c'est très facile de faire de la veille parce que vu qu'ils ont des teasers avant, qu'ils ont fait le teaser vidéo filmé, il y a même des artistes qui font de la pub, plus le streaming pendant les concerts. En fait, nous, la plupart des soirées, au fait, il n'y a même plus besoin de pouvoir rester tranquillement chez vous sur votre canapé parce qu'en fait, c'est streamé en live. Donc finalement, il y a Arte qui reprend certains gros festivals de musique électronique, ce qui fait qu'en fait, on peut écouter ça tout confort. Puis après, on a le feedback au fait par rapport à l'after movie. Donc au fait, voilà. Non, mais effectivement, ça nous permet effectivement de faire cette veille. Mais moi, j'ai peu de veille à faire parce qu'effectivement l'objectif c'est de faire un petit peu différemment, donc j'essaie de faire un petit peu de ce qui se fait pas ailleurs avec nos moyens, mais effectivement sur ces aspects d'analyse et puis ces aspects au fait justement de surveillance, on pourrait faire nettement mieux. Donc là, on a une grosse marge de progression, mais c'est vraiment une question de ressources, pas forcément une question de moyens, mais c'est que une journée, elle a 24 heures, et puis effectivement, il y a la famille, les enfants, tout ça, et voilà, on ne peut pas tellement déléguer ce genre de choses. Et puis ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit rester au sein même, en tout cas chez nous, au niveau du comité, puisque c'est quelque chose sur lequel on veut donner. Donc c'est un gros mea culpa. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Donc effectivement, moi personnellement, je trouve qu'on sous-estime, on n'est pas bon. Mais la veille, elle est au fait, effectivement, on sort beaucoup, donc on va voir effectivement ce qui se fait. Moi, j'ai de temps en temps la chance d'aller jouer ailleurs pour d'autres gens, donc je vois aussi comment ça se passe. Et puis, en fait, après, on prend un petit peu, on réinvente rien, on prend un peu ce qui est positif d'un côté, puis on essaie de supprimer ce qui est négatif. Puis nous, on fait des erreurs. Hein. Nous, il y a un tas de choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc là, on essaie de donner les aspects positifs, mais il y a toujours une marge de progression. On apprend tous les jours. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Pour laisser place à la dernière question, puisqu'on parle de tickets à gagner, moi j'ai très envie de vous poser la question de savoir si la vente en ligne au préalable, elle est là aussi devenue obligatoire pour dimensionner son festival, pour bien évidemment faire rentrer effectivement des moyens financiers, mais peut-être aussi l'intégrer dans la communication autour de vos événements. Je ne sais pas ce qui est pratiqué justement pour la billetterie en ligne de part et d'autre. Alors chez nous, c'est simple, il y a 95% de la billetterie qui se fait en ligne. Ok. Donc les gens choisissent le côté facile et simple de la billetterie en ligne. On travaille avec un partenaire qui a des points de vente physiques qui sont La Poste, Manor et Cop City. On constate que heureusement ou malheureusement, ça dépend toujours pour qui, mais 95% de la billetterie chez nous, elle se fait en ligne. Et c'est clair que c'est le moyen le plus simple au jour d'aujourd'hui de vendre des billets, je pense. Pour le Nox aussi ? Alors la Nox aussi, on a 2 partenaires de billetterie en ligne. L'avantage, ce qu'il faut voir dans l'avantage de la billetterie en ligne et de la prélocation, elle permet pour un festival comme nous, qui est un festival encore un peu, de diminuer un risque météo. C'est-à-dire que si les gens achètent leur billet en avance, qu'il fasse beau ou qu'il fasse 10 degrés, le billet aura été vendu. Donc au niveau de notre billetterie, plus on arrive à vendre en avance, plus on arrive à vendre en préloc, mieux on s'en sort. On a eu 2 extrêmement bonnes années en 2017 et en 2018. On avait fait des énormes ventes en prélocation, 2016-2017. 2018, on a eu un peu moins de préloc. Il s'est trouvé que le week-end du festival Noxorae, c'est le premier week-end où il a fait pas très beau et froid après une canicule, après 9 week-ends de canicule, et on s'est pris une petite, comment on va dire, on n'a pas eu le public escompté parce que les gens n'ont pas acheté en avance et du coup on a été coincé par la météo. Donc la vente en ligne et la vente en prélocation permet vraiment de diminuer aussi le risque de billetterie lié à la météo. Donc oui, c'est incontournable. Incontournable. Alors nous, on a une stratégie au fait, de billetterie en ligne. On travaille aussi avec un prestataire externe. Et en fait, on fait en 3 étapes. On a des prix d'appel qui sont extrêmement bon marché pour pouvoir répondre justement à toute la population, enfin tout le public qui a pas trop de moyens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait en 20 ans. Donc ce qui fait qu'en fait, on a une série bien sûr limitée de billets, mais ce qui fait que chez nous, on a des prélocations qui, comme je dis, on tourne à peu près à 25 francs. Mais nous, plusieurs mois à l'avance, on peut acheter, plusieurs semaines, excusez-moi, des billets à 15 francs. Donc on fait le jeu en prélocation. Et puis après, on a un prix intermédiaire et après, on a le prix final. Alors effectivement, et je rejoins ça, c'est qu'effectivement, alors nous, on n'a pas besoin, je dirais, de l'argent préalablement, parce que heureusement, on a une caisse, une trésorerie qui nous permet de pouvoir faire les avances de frais
avant avec les années, mais donc c'est pas là-dessus qu'on va taper. Donc en plus de ça, la billetterie généralement, dans ce cas notre prestataire nous ne le verse pas, nous le verse qu'après le festival. Ça c'est un arrangement qu'on a avec eux spécifique. On a du coup des meilleures prestations au niveau de ce qui est pris en commission. Et puis, l'avantage, je dirais que la billetterie, effectivement, c'est que s'il y a un mauvais temps, voilà, mais après, nous, il ne faut pas se cacher. Nous, où on va vraiment faire du chiffre, ça va être sur les bars. Donc, en fait, le prix d'entrée, avec tout ce qui est grappé, c'est toujours bien, mais c'est vraiment là-dessus. Bien sûr, s'il y a moins d'entrées, il y a moins de consommation au bar, mais ça veut pas, inversement, c'est pas toujours la même chose. Pour avoir moins de monde qui boivent plus au bar. Donc, ça veut rien dire. Mais ça veut dire que, finalement, le bar pour nous est beaucoup plus important à ce stade. Et puis la prélocation, ça nous permet justement pour faire le suivi, parce que l'avantage des prélocations, c'est qu'on a les coordonnées de nos personnes. Donc je sais exactement qui a acheté, où, combien, et j'ai toutes les adresses email qu'on réutilise après pour réinjecter dans nos newsletters. Donc effectivement, moi je suis un gros gourmand des prélocs pour pouvoir en fait attraper ces données que les gens nous ont données. Donc les gens sont au courant. Et en fait, on réutilise ces données après, pas pour les harceler, mais simplement pour leur proposer des nouvelles prestations. Et puis après, moi, je fais un petit travail sympa. Je vais sur ma page de supporters sur les différents réseaux sociaux. Et puis, je vois, il y a Thierry Weber qui a pris un billet. Je vais voir s'il aime ma page. Puis s'il n'aime pas ma page, je clique. Et puis, ça me coûte moins cher que de faire quelque chose, mais je le fais. J'en ai fait des centaines. Donc, vous faites ça le soir, quand vous avez des insomnies, etc. Mais avec ça, vous voyez, à notre stade, c'est ce qu'on fait, et puis ça marche. Donc, voilà comment il faut système D jusqu'au bout. Un grand merci à vous trois. C'était très, très instructif. On a le droit de les applaudir.